On va démarrer et Laurence Rossignol va nous rejoindre dès qu'elle le pourra. Elle est dans les transports. C'est toujours compliqué les transports le matin. Bien, écoutez, madame, monsieur, mes chers collègues, la santé des femmes est un enjeu majeur qui intéresse de nombreux sénatrices et sénateurs au sein de notre délégation. C'est pourquoi nous avons nommé début octobre 4 rapporteurs afin d'explorer cette thématique de travail. Annick Jacquemet qui est avec nous, Marie-Pierre Richer et Laurence Rossignol et Laurence Cohen qui vont nous rejoindre. Un travail important a déjà été mené par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, le HCE, qui a publié en décembre 2020 un rapport intitulé « Prendre en compte le sexe et le genre pour mieux soigner un enjeu de santé publique ». Nous ne pouvions donc pas entamer nos travaux sans entendre des représentants du HCE. Nous sommes très heureux d'accueillir ce matin Gilles Lazimi, coprésident de la commission santé, droits sexuels et reproductifs du HCE, et Catherine Vidal, membre de cette même commission et auteur du rapport que j'évoquais à l'instant. Bienvenue à tous les deux. Ce matin, je vous souhaite à tous les deux donc de la bienvenue et on va vous écouter dans quelques minutes. Nous vous laisserons nous présenter les grands enseignements de votre rapport ainsi que les suites qui ont pu être données aux recommandations 2 ans après sa publication. Vous pointiez notamment dans votre rapport un sous-diagnostic chez les femmes des maladies cardiovasculaires, des troubles du spectre autistique ou encore de l'endométriose. Avez-vous constaté des progrès en la matière? Vous indiquiez, à contrario, que certaines pathologies sont malheureusement davantage associées aux femmes. Les femmes souffrent ainsi 2 fois plus de dépression que les hommes. Les facteurs de risque de dépression liés au contexte socio-économique, précarité, charge mentale, violence, affectant davantage les femmes. La prise en charge des dépressions, des tentatives de suicide, des troubles de l'alimentation, des addictions et de la santé mentale, de façon plus générale, nous semble un sujet à ne pas négliger. Que pouvez-vous nous dire de cette prise en charge aujourd'hui? Vous semble-t-elle satisfaisante? S'agissant des politiques de prévention, quels devraient être, selon vous, les principaux programmes à destination des femmes? Vous avez salué une amélioration de la prévention et de la prise en charge des cancers du sein et du col de l'utérus. Cependant, nous savons notamment que la couverture vaccinale contre le papillomavirus reste à ce jour insuffisante. Nous nous intéresserons également à la place des femmes dans les recherches cliniques et biomédicales. Nous nous réjouissons avec vous qu'il n'y ait plus désormais de sous-représentation des femmes au sein des essais cliniques. Pour autant, il nous semble que ce n'est pas le seul sujet. Tous les grands scandales depuis 60 ans ont concerné des médicaments et traitements destinés principalement aux femmes. C'est une triste réalité en réalité. Dépakine, Mediator, Distilbène, Lévothyrox, toutes ces substances, c'est vrai, sont associées souvent aux femmes. Avez-vous pu explorer la question du financement et de la production de médicaments à destination des femmes? Où en est-on de la recherche sur l'impact des perturbateurs endocriniens, en particulier sur la fertilité des femmes et sur les traitements hormonaux à destination des femmes? Enfin, vous nous direz quels sont les sujets que vous n'avez pas pu ou pas souhaité développer au sein de votre rapport. Estimez-vous qu'il existe des angles morts qui mériteraient aujourd'hui d'être approfondis? Donc, bienvenue à nos 2 rapporteurs, Laurence Cohen et Laurence Rossignol. J'ai démarré la réunion, mais je n'étais qu'à l'introduction, donc vous n'avez rien raté, mesdames. On rate toujours quelque chose quand on arrive à commencer. Okay, la journée commence très très bien. La journée commence très très bien. Voilà, merci aux rapporteurs. Très bien. Je vous laisse donc, madame et monsieur, immédiatement intervenir sur les travaux du HCE et les différentes questions que j'ai pu vous poser, puisque désormais que nous sommes au complet, nous sommes tout oui pour que vous nous parliez de ces travaux et des angles, notamment des angles morts et des choses qui n'auraient pas été traitées dans ce que vous avez pu mener au HCE. Merci à vous d'être là et à vous la parole. Merci.
Voilà, merci de nous recevoir. C'est un vrai plaisir d'être avec vous. Je vais me présenter. Je m'appelle donc Gilles Lazimi. Je suis médecin généraliste. Je vais décliner tout, comme ça vous verrez mes conflits d'intérêts. Je suis membre militant associatif au collectif Féministes contre le viol et à SOS Femmes 93. Je suis enseignant à Sorbonne Université. Et puis, je suis membre du Haut Conseil. Je l'étais de 2013 à 2019 et à nouveau depuis 2022. Donc ça me permet un peu de rappeler que le Haut Conseil est constitué quand même de membres qui sont la totalité est bénévole. Hein. Donc ça, c'est important, avec des faibles moyens. Et que malgré ces faibles moyens, le Haut Conseil a fait des rapports dont près de 50% des recommandations ont été reprises dans des projets de loi ou même reprises dans des lois effectives. Je vais juste reprendre, avant de passer la parole à la maître d'œuvre du dernier rapport, reprendre un petit peu les rapports. Il y en a eu sur l'IVG en 2013, sur la PMA en 2015, sur l'éducation à la sexualité et à l'égalité. Donc on pourra en reparler, ça fait partie des points morts ou des points à développer. La santé des femmes en situation de précarité en 2017. Les actes sexistes dans le suivi gynécologique obstétrical en 2018. Prendre en compte le sexe et le genre en 2020, c'est le rapport dont Catherine Vidal va nous parler puisqu'elle en est la maître d'œuvre et c'était important. Je rappelle aussi les derniers travaux sur le préservatif féminin. C'est important aussi d'en reparler, ou les derniers communiqués sur l'IVG et la nécessité de constitutionnaliser ce droit. Voilà, c'était important de vous dire que pendant un certain temps, le Conseil aussi a été en attente de nomination de nouveaux membres. Et donc, le travail a tardé. Peut-être qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions que vous avez posées, du fait des faibles moyens et peut-être aussi du fait de ce temps. En tous les cas, merci à vous. Je vais laisser la parole à Catherine Vidal, qui est vraiment la maître d'œuvre de ce rapport et qui va nous donner un éclairage éclairant sur ces travaux. Merci Catherine. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a des personnes qui voulaient vous interpeller, non? Parce que madame faisait un signe. Ah bon, pardon. Tout va bien. Bon, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour cette invitation. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet puisque j'ai eu l'honneur d'être sollicitée par le HCE pour rédiger ce rapport intitulé « Prendre en compte le sexe et le genre pour mieux soigner, un enjeu de santé publique ». Alors, ce rapport, en fait, part d'un constat qui est celui de la persistance des inégalités sociales de santé entre les femmes et les hommes qui conduisent à des discriminations dans l'accès aux soins et la prise en charge médicale. L'importance de ces questions a conduit un certain nombre de pays, surtout pays européens du Nord et Amérique, Canada. Donc ces pays ont intégré déjà depuis pas mal de temps la thématique genre et santé dans les plans stratégiques des institutions de recherche et de médecine et dans les politiques de santé publique. Or, dans ce domaine, la France est en retard. Alors l'objectif de ce rapport est donc de montrer que la prise en compte du genre alliée à celle du sexe est source d'innovation dans la médecine, la recherche et les politiques de santé. Et j'ajouterais que ce rapport a une spécificité, à savoir qu'il repose sur une approche scientifique au niveau international. C'est-à-dire que nos sources sont toutes extrêmement robustes. Ce sont des sources qui viennent d'articles de recherche publiés dans des revues internationales, donc avec des comités de lecture. Les enquêtes épidémiologiques que nous citons sont elles aussi validées quant à la taille de l'échantillon et les tests statistiques. Et les publications en question sont récentes, elles datent de moins de 10 ans. Donc ces points sont extrêmement importants pour comprendre l'évolution des connaissances dans ce domaine. Alors première notion très importante, il faut faire la distinction entre différence et inégalité dans la santé.
Les différences de santé sont liées au sexe biologique, aux caractéristiques qui sont propres aux mâles et aux femelles, au niveau des gènes, des cellules, des organes, des hormones, etc. Mais quant aux inégalités, celles-ci relèvent de facteurs sociaux, culturels et économiques dans lesquels le genre joue un rôle prépondérant. Il y a en particulier les représentations sociales qui sont liées au genre féminin et masculin qui vont influencer à la fois les attitudes des patients et les attitudes des soignants. La précarité économique qui touche, comme vous le savez, particulièrement les femmes, et aussi les violences et agressions sexuelles dont elles sont les premières victimes. Et donc, c'est l'interaction complexe de tous ces facteurs, biologiques, environnement social liés au genre, qui est donc source d'inégalité de santé entre les femmes et les hommes, et hélas, source aussi de discrimination dans l'accès aux soins et la prise en charge médicale. Donc voilà, tout ça c'est déjà bien posé. On va maintenant voir quelques exemples. La durée de vie, on connaît bien le sujet. Les femmes vivent en moyenne plus longtemps que les hommes. Il y a l'espérance de vie à la naissance. L'écart est d'environ 6 ans. 79,3 pour les garçons, 85,4 pour les filles. Mais ce qu'il est important de considérer, c'est l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans aucune limitation ou incapacité majeure. Et à ce moment-là, l'écart se réduit, il est seulement de 1 an et demi. 64,4% pour les hommes et 65,9% pour les femmes. Donc les femmes vivent plus longtemps, certes, mais elles passent plus d'années qu'eux en mauvaise santé. Alors, comprendre pourquoi n'est pas une mince affaire. Il y a, d'une part, probablement le rôle de diagnostic tardif de certaines pathologies et, à nouveau, les notions qui relèvent de la précarité économique avec renoncement aux soins et mauvaise hygiène de vie. Autre exemple emblématique, les maladies cardiovasculaires qui sont la première cause de mortalité chez les femmes. Le cancer du sein n'est qu'à la 8e ou 10e place selon les enquêtes. Or, les femmes développent plus tard que les hommes des maladies cardiovasculaires, environ 10 ans plus tard. Alors, on peut se poser évidemment la question pourquoi. Donc, on a longtemps favoriser l'hypothèse hormonale, à savoir que les hormones, les estrogènes, ont effectivement un rôle vasoprotecteur par rapport à le dépôt de plaques dans les artères. Et l'idée étant qu'à la ménopause, la baisse des estrogènes rendrait les femmes plus vulnérables. C'est un sujet compliqué parce que quand on fait un traitement hormonal substitutif, celui-ci s'accompagne de risques importants d'AVC. Et autre point, depuis 15 ans, l'incidence de l'infarctus a augmenté de 25% chez les femmes de moins de 50 ans. Donc cela signifie que le rôle attribué aux estrogènes n'est pas suffisant par rapport à d'autres facteurs de risque liés en particulier au mode de vie. Et cela nous ouvre de nouvelles pistes de recherche. Et parmi ces pistes de recherche, il y a tous les travaux qui montrent qu'il existe dans les pratiques, hélas, un biais dans les diagnostics et l'accès aux soins. L'infarctus du myocarde en particulier est sous-diagnostiqué parce que considéré à tort comme une maladie uniquement masculine d'hommes stressés au travail dans la cinquantaine. Dans la réalité pratique, et ça ce n'est pas anecdotique, cela a été constaté dans de nombreux pays, pour des mêmes symptômes d'oppression dans la poitrine, ceux des femmes ont 3 fois plus de chances d'être attribués à des raisons émotionnelles plutôt qu'à des troubles cardiaques. On note aussi un retard de prise en charge des femmes par rapport aux hommes à l'arrivée aux urgences en cas de suspicion d'infarctus. Et il y a aussi le fait que les femmes minimisent les symptômes et appellent plus tardivement les urgences. Ces différents points concernent de nombreux pays. On n'est pas simplement dans des cas français. Donc cela illustre à quel point les normes sociales et les stéréotypes liés au genre vont influer à la fois les attitudes des médecins et des malades.
Autre point, l'autisme qui touche 3 hommes pour une femme. On ne connaît pas l'origine de la différence de prévalence entre les sexes, mais ce qu'on sait, c'est très documenté, qu'il y a un retard au diagnostic chez les filles. Des enquêtes portant sur des milliers d'enfants montrent que, ici aux États-Unis, 37% des garçons étaient détectés en bas âge contre seulement 18% des filles. Or, plus on intervient tôt, mieux ça vaut, évidemment. Et il y a aussi donc le rôle des normes sociales liées au genre, à savoir qu'un jeune enfant qui présente des comportements de retrait sur soi, avec un défaut d'interaction sociale, chez une fille, on va qualifier ses attitudes de timidité ou de réserve, alors que chez un garçon, on va s'inquiéter en se disant il y a peut-être un trouble de la communication. Donc, les symptômes sont plus discrets chez les filles et donc plus difficiles à détecter par l'entourage et le corps médical et les enseignants. Autre point très illustratif également, très important, la dépression, qui touche partout dans le monde, 2 fois plus les femmes que les hommes. On a longtemps également mis en avant l'hypothèse hormonale, avec les femmes, avec leur changement d'humeur bien connu, liés aux menstruations, grossesse, ménopause, etc. Et dans l'état actuel de nos connaissances, il n'y a pas de démonstration scientifique d'un rôle unique des hormones par rapport à d'autres facteurs pour expliquer les risques de dépression. En fait, on a mis en évidence un rôle très important de l'environnement culturel, social et économique. Des études internationales en particulier, portant sur, dans l'exemple 200 pays, montrent que plus le niveau socio-économique est élevé, plus l'écart entre les femmes et les hommes dans la prévalence de la dépression se réduit. Et une étude réalisée en comparant les pays d'Europe du Nord et d'Europe du Sud, où dans ces derniers, les traditions familiales, la dépendance économique, le travail domestique, les violences sont particulièrement plus présents, eh bien, tous ces facteurs montrent une corrélation forte avec la prévalence des troubles dépressifs. Donc cela veut dire que le contexte socio-économique expose davantage les femmes que les hommes au risque de dépression. La maladie d'Alzheimer, qui touche 3 femmes pour un homme. Bon, l'origine de la différence de prévalence est l'objet de recherches importantes. Il y a évidemment la plus grande longévité des femmes, mais ce n'est pas le seul facteur responsable. De nombreux travaux ont montré qu'il existe des facteurs d'ordre socio et culturel, à savoir précarité économique, niveau d'instruction faible et manque d'exercice physique, qui sont des facteurs de risque accrus pour la maladie d'Alzheimer. Et ces différents facteurs de risque touchent davantage les femmes. Encore un autre exemple, celui-ci, on en parle enfin un peu plus qu'auparavant, l'endométriose. Il faut quand même voir sur le plan historique que c'est dans les années 90 qu'il y a eu un début de reconnaissance de cette pathologie en tant qu'atteinte organique par le corps médical. Et ce n'est seulement qu'en 2019, il y a eu un premier plan national sur l'endométriose en France. Et en 2022, comme vous le savez, on a un deuxième plan qui a été lancé qui reconnaît l'endométriose comme une maladie de longue durée. Et on notera aussi que ce n'est qu'en 2020 qu'on a intégré l'endométriose au programme du 2e cycle des études médicales. Vous voyez le temps de latence qu'il a fallu pour reconnaître cette maladie. Et en plus, c'est une des premières causes d'arrêt de travail pour les femmes en France. Donc, on l'explique évidemment par une longue histoire qui vient du XVIIIe siècle, avec le tabou des règles, les femmes considérées avec leur sexe toujours faible, les femmes toujours souffreteuses avec leurs problèmes gynécologiques et autres. Et la plainte des femmes face à ces questions d'endométriose n'a pas été, pendant trop longtemps, elle a été complètement occultée. Et parmi les recommandations du HCE, j'en parle d'ores et déjà parce qu'on est en plein dans le sujet,
il est vraiment important, en particulier, d'abord de soutenir la recherche sur cette pathologie qu'on comprend très mal, mais aussi organiser des formations auprès des médecins du travail, hein, puisque il y a la réalité des arrêts de travail qui sont majoritairement beaucoup liés à ça, et aussi il faut former les infirmières scolaires qui, elles, ont affaire aux jeunes filles. Et comme on le sait, tout le secteur médecine du travail et médecine scolaire est extrêmement déficient depuis pas mal de temps. Il faut vraiment faire un effort dans ce domaine-là. L'ostéoporose, ça c'est aussi un sujet dont on ne parle pas assez. Les fractures liées à l'ostéoporose touchent une femme sur 3 et un homme sur 5. Bon, et les conséquences, ça veut dire des handicaps avec des coûts extrêmement importants. Donc, un tiers des fractures ostéoporotiques de la hanche concernent les hommes. Or, hélas, l'ostéoporose est trop souvent considérée comme une maladie de femmes ménopausées. Et il y a un vrai sous-diagnostic des hommes vis-à-vis de l'ostéoporose. Mais de toute façon, les femmes ne sont pas non plus suffisamment suivies en ce qui concerne et traitées pour l'ostéoporose. On peut évoquer rapidement un sujet qui a longtemps fait débat. Heureusement, tout va de mieux en mieux dans ce domaine-là. La participation des femmes et des hommes dans les essais cliniques. En fait, tout part des années 50-60 avec aux États-Unis l'essor de l'industrie pharmaceutique où les essais cliniques ont commencé à être de plus en plus nombreux et très développés. Et hélas, ces essais cliniques ont été émaillés par 2 énormes scandales, la thalidomide et le Distilbène, avec les malformations des fœtus et des cancers pour les enfants. Et en conséquence, donc en 1977, la FDA, l'Agence du médicament américaine, et le NIH, ont décidé d'exclure les femmes en âge de procréer des essais cliniques de phase 1 et 2. Et c'est seulement en 1993 que le Congrès américain a fini par voter une loi qui oblige d'inclure les femmes dans les essais cliniques et aussi les personnes de minorité ethnique. Et enfin, cette action importante de la part du Congrès a été possible parce qu'il y a eu une dénonciation par les milieux féministes américains, dans le domaine de la santé en particulier, qui montrait que les femmes étaient sous-représentées dans les essais cliniques. Et quelque part, la situation elle pouvait aussi s'expliquer, parce que le risque d'infarctus avant 70 ans était très faible et systématiquement, dans les essais cliniques, il est très rare d'inclure des patientes âgées à cause des problèmes de comorbidité. Et depuis une quinzaine d'années, dorénavant, après cette réalité de prise en charge des femmes dans les essais cliniques, il y a une évolution très favorable du pourcentage des femmes. Et par exemple, en ce qui concerne le cancer du poumon, elles étaient quasiment indemnes de cancer du poumon auparavant. L'inclusion des femmes dans les essais cliniques est passée de 33% en 90 à 48% en 2012. Et quand on regarde tous les chiffres qui rassemblent dans le registre international des essais cliniques, qui est tenu par l'OMS et le NIH, où tous les essais cliniques doivent être obligatoirement déclarés dans ce registre international. Et quand on regarde les chiffres d'inclusion des femmes entre 2008 et 2018, toutes pathologies confondues, on voit que l'inclusion des femmes est en moyenne supérieure ou égale à 50%. Alors cela peut varier selon les années. En fait, ça varie en fonction du type de pathologie qui est la plus étudiée à un moment donné. S'il y a des pistes de nouveaux médicaments contre le cancer de la prostate, il y aura plus d'hommes dans l'ensemble des essais cliniques, c'est bien clair. Donc il faut vraiment réaliser qu'on n'est plus dans les situations antérieures de sous-représentation des femmes. Alors, le sujet, donc c'est un sujet évidemment que vous connaissez très bien, les problèmes de la précarité des femmes, la précarité économique par rapport à l'accès aux soins et à la prise en charge médicale.
J'irai rapidement, vous connaissez le sujet, 70% des travailleurs pauvres sont des femmes. Un tiers des familles monoparentales, c'est souvent les femmes, vivent sous le seuil de la pauvreté. Donc cela entraîne un renoncement aux soins, une mauvaise hygiène de vie avec, hélas, une alimentation déséquilibrée, consommation d'alcool, tabac, sédentarité, qui vont contribuer à une dégradation de la santé physique et mentale, avec en particulier des gros problèmes d'obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, dépression, etc. Autre point qui n'est pas suffisamment abordé, les risques professionnels et la pénibilité au travail. Les cancers d'origine professionnelle sont souvent sous-évalués chez les femmes. C'est en particulier le cancer du poumon qui fait l'objet de très peu d'études. On notera aussi que, en ce qui concerne les agents cancérogènes dans le secteur du nettoyage, dont on a souvent parlé, mais en l'occurrence, on n'a pas d'études épidémiologiques suffisamment solides pour documenter ces questions-là. Une étude de l'INSERM a montré qu'il y avait une augmentation de 26% du cancer du sein en cas de travail de nuit. Et bien sûr, il faut vraiment former les entreprises à ces questions-là. C'est extrêmement fondamental. On sait aussi que les troubles musculo-squelettiques sont plus fréquents chez les femmes à cause justement de types d'activités, avec des métiers où il y a des postures répétitives, inconfortables, tels que, à nouveau, le nettoyage, l'aide à la personne, etc. Les risques psychosociaux qui sont plus fréquents également chez les femmes à cause des postes peu qualifiés, horaires atypiques, parcours professionnel en rupture, etc. Et une étude récente a montré que le risque de basculement d'un mal-être d'ordre psychosocial vers un trouble avéré de la santé mentale va concerner 26% des femmes et 19% des hommes. Je reviens donc sur ces notions donc de pénibilité aussi au travail. Donc, un point important est de réaliser que les critères de reconnaissance des maladies professionnelles sont majoritairement fondés sur le travail masculin. Et donc, il est très difficile pour les femmes de le faire reconnaître. La charge domestique et familiale, avec la double journée de travail, évidemment, joue un rôle particulier sur la santé physique et mentale. Et les violences, on ne parle pas suffisamment des conséquences. On parle des violences beaucoup, évidemment, pour la prévention et pour la prise en charge des femmes qui en sont victimes. Mais il y a l'aspect santé mentale et santé physique qui doit être aussi au même titre, pris en charge de façon vraiment volontaire. Donc, les conclusions de ce rapport est que, justement, cette notion cette dimension du genre, qui n'était pas forcément très acquise auparavant, cette dimension du genre alliée à celle du sexe, a donc des retombées majeures en termes de connaissances scientifiques, de prise en charge médicale et de traitement, de prévention et d'optimisation des coûts de santé. Et donc cela va nous permettre de construire des politiques de recherche et de santé plus égalitaires pour les femmes et pour les hommes. Et donc nous avons, en conclusion de ce rapport, il y a 40 recommandations, avec 4 recommandations phares. Intégrer la thématique genre et santé dans la formation aux professions médicales et paramédicales. Formation initiale des étudiants, qui est encore très peu développée. Formation continue des professionnels de santé. Et tout cela doit aussi inclure une formation du dépistage systématique des violences. Il serait bon également de créer une nouvelle institution publique de recherche et de médecine sur la thématique genre et santé qui permettrait de réaliser quelque chose qui est toujours difficile à mettre en œuvre, à savoir une approche pluridisciplinaire sur ces questions-là, qui permettrait donc d'associer les recherches cliniques biomédicales avec les recherches en sciences sociales et en santé publique.
Il faut évidemment garantir l'accès aux soins pour les femmes précaires et favoriser aussi la parité dans l'accès aux postes de responsabilité dans les professions de santé et de recherche. Merci beaucoup pour votre attention. Bien. Comme ah, c'est décidément. Moi, je n'avais pas mis mon micro. Oui, je l'avais mis, moi. Je vous l'avais mis. Vous auriez pu le mettre pour moi également, du coup. On permute. Non, vraiment, merci à tous les deux pour cette présentation à deux voix. Une présentation très étayée, très renseignée et très fouillée. Et je vais peut-être, dans un premier temps, laisser la parole aux rapporteurs qui souhaitent vous interroger, j'imagine, sur ces conclusions du HCE, ces propositions. Et ce diagnostic qui est quand même assez éloquent. Et puis, bien entendu, après, je passerai la parole aux autres sénatrices qui le demandent, ou sénateurs. Mais il n'y a pas de sénateurs ce matin dans la salle. Merci. Donc, tout d'abord, Marie-Pierre Richer. Merci, Présidente. Merci, Madame et Monsieur, pour vos propos. Je vais revenir justement sur vos propos. On a évoqué les essais cliniques. Et vous avez dit dans vos propos, et c'est dans le rapport, qu'il y a une évolution de prise en compte justement du genre et que les inégalités se réduisent en vous appuyant sur les travaux d'Amérique du Nord, USA. Et vous, Madame, vous avez dit dans vos propos que la France a du retard en la matière. Jusqu'à quel point la France a du retard et comment elle s'inscrit par rapport aux pays européens? Ensuite, j'avais noté dans l'une de vos recommandations, et puis vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y ait une prise en compte de bout en bout de certaines maladies des femmes. Et j'ai lu dans la presse récemment que l'Institut Curie d'oncologie espère être retenu dans le cadre du programme d'investissement d'avenir afin d'inventer la médecine de demain pour une nouvelle structure entièrement dédiée au cancer des femmes. Ça répond à une des 40 de vos préconisations. Avez-vous connaissance de la mise en place d'autres projets ? Et puis, après, c'est tout. J'ai que 3 questions. Votre rapport s'inscrit dans la lignée, si j'ai bien lu, de ceux de 2017 et 2018. Et dans le rapport, vous parlez d'une clause de revoyure au bout de 2 ans. Nous sommes au bout de 2 ans. Qu'en est-il et avez-vous d'autres travaux en perspective? Merci. Je préfère répondre à chaud. Voilà, comme je vous l'ai dit, les essais cliniques, bon, ça concerne une institution, ça doit répondre aux critères des institutions internationales définies par l'OMS et le NIH. Et la France en fait partie au même titre que les autres pays. Et il n'y a pas un retard particulier dans les pratiques en France. La notion de retard de la France par rapport à d'autres pays européens ou nord-américains, c'est la notion d'avoir des institutions publiques de recherche et des institutions médicales qui soient dédiées à l'intégration de la notion de sexe et de genre dans les stratégies des institutions de recherche et dans les politiques publiques. Donc c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire des actions gouvernementales pour donner un statut à ces questions-là. En ce qui concerne maintenant toutes les recherches menées sur le cancer, les cancers, qu'il y ait, comme l'Institut Curie est en train de le développer, des thématiques davantage dédiées au cancer féminin, on ne peut que s'en réjouir. Voilà. Et quant aux aspects suivis, enfin, comment est-ce que les recommandations que nous avons faites ont été prises en compte? Bon, on a là, il y a 2 ans de décalage par rapport aux conclusions de l'époque. Si on veut avoir une idée des retombées, bah pour cela, il faut des financements.
Il faut des financements, il faut mener des enquêtes sur le terrain, il faut faire des études épidémiologiques, il faut aller sur le terrain pour voir, que ce soit auprès des institutions de recherche, que ce soit chez les praticiens, que ce soit dans les associations. Et cette démarche-là, a priori, elle doit se faire avec une volonté délibérée de dresser un état des lieux des avancées ou des reculs sur ces questions. Merci beaucoup. Donc, je poursuis avec les rapporteurs. Donc, Annick Jacquemet. Merci Madame la Présidente. Madame, Monsieur, merci pour vos propos, pour ce travail que vous avez fait, qui, je pense, va bien nous éclairer déjà dans un premier temps. Alors, j'ai une ou l'autre question. Vous parlez très peu du sport, si ce n'est quand vous abordez la maladie d'Alzheimer, où vous dites qu'il y a effectivement un manque d'activité physique, mais on a vu qu'il y avait un écart d'1 an et demi entre les femmes et les hommes pour vieillir en bonne santé, et d'autres pathologies aussi qui sont liées au sport. Est-ce que vous vous êtes intéressé justement à cette activité physique dans le cadre de vos travaux, pour voir quel est l'impact justement que ça pouvait avoir, ou si les écarts que vous annoncez pouvaient être dus en partie à ce manque d'activité physique. Et puis je serais intéressée aussi à connaître les causes. Vous nous disiez qu'il y avait une augmentation de 26% de cancer du sein en cas de travail de nuit. Alors à quoi est-ce qu'on attribue cette augmentation du cancer du sein? Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est le décalage du cycle circadien? Voilà. Ouais. Dans un premier temps, les questions que m'inspirent vos propos. Merci. Alors, en ce qui concerne le sport, qui évidemment, les activités sportives sont extrêmement importantes pour rester en bonne santé. Nous ne l'avons pas évoqué précisément dans le rapport, comme vous l'avez souligné. Je dirais que sur ce sujet, comme sur d'autres d'ailleurs, recueillir des données est extrêmement difficile. Parce que quand on veut avoir des échantillons représentatifs d'une certaine catégorie de la population, les unes faisant du sport et pas les autres, constituer des groupes de personnes homogènes, c'est extrêmement difficile en soi. Hein. Quel type d'activité sportive, où, quand, comment? Les personnes ont-elles des comorbidités qui feraient que le bénéfice du sport puisse être, puisse varier? Vous voyez, quels âges, quelles tranches d'âge et étudier? Oui. Vous voyez la difficulté de mettre en place simplement une enquête avec tous les talents des gens qui font des enquêtes qu'on a nous en France. Ce genre d'études est extrêmement difficile à réaliser. Et à nouveau, il faut des financements si on veut la réaliser. Donc, on est en manque de données là-dessus. On peut avoir espérer que des campagnes permettront de plus mobiliser les gens sur ces questions-là, mais vous voyez, mesurer et regarder l'impact des campagnes d'information, tout ça, c'est très, très difficile par l'immense hétérogénéité du sujet. En ce qui concerne l'augmentation du cancer du sein en cas de travail de nuit, ça, il vaut mieux vous adresser à l'Institut Curie et aux auteurs de ces études qui certainement, ils ont fait une étude justement qui a permis d'obtenir des chiffres avec des méthodes rigoureuses, mais quant à savoir les raisons de cette augmentation qui est constatée, c'est certainement, comme on dit, multifactoriel. Quand on dit multifactoriel, on ne se cache pas devant une ignorance, c'est que c'est vraiment multifactoriel et qu'arriver à démêler les différents facteurs, c'est quelque chose en soi extrêmement difficile. Sur l'activité
des jeunes filles ou des femmes dans le sport, on n'a effectivement pas d'études scientifiques, mais on a quand même des études sociologiques qui montrent que les stéréotypes jouent un maximum et que quand on analyse l'occupation des cours d'école et les différents sports qui sont réalisés par les petites filles et par les petits garçons, on n'a quand même pas la même chose. La valorisation du sport chez les femmes, c'est quand même récent, hein, et je crois que là, manifestement, quand on revoit en plus les trois cadres, hein, qui ont été présentés par les stéréotypes, les violences et la précarité, on comprend que là, on a un travail à faire pour améliorer la santé des femmes, et le sport en est un. Donc je pense que vous avez répondu à toutes les questions. Donc je poursuis avec le tour de nos rapporteurs, avec la rapporteure Laurence Cohen. Merci Madame la Présidente, merci Madame et Monsieur pour ce rapport qui est extrêmement riche. Simplement de manière anecdotique sur le sport et les stéréotypes, j'ai une de mes petites filles qui est en 5e, donc elle va avoir 12 ans, et elle m'a rapporté ce week-end qu'elle voulait jouer au foot et que les garçons l'ont exclue du jeu. Elle a beaucoup de caractère, donc bon, je veux dire, elle ne s'est pas laissée faire. Mais après, y compris, ils lui ont dit, mais t'as bien fait quand même, tu vois, parce que finalement, elle leur a dit, bah, elle a fini par les mépriser et voilà, s'en sortir comme ça. Et ils lui ont dit, mais t'as eu raison finalement de ne pas venir avec nous, alors qu'elle était exclue au départ, parce que ça a fini en jeu de rugby. Et donc, tu n'aurais pas pu... c'était pas du foot, c'était du... Non, mais c'est pour dire, hein, on est en 5e. Hein, voilà. Moi, je trouve, comme chaque fois, vos rapports extrêmement riches, extrêmement fouillés. Et c'est une source d'inspiration pour les législateurs que nous sommes. Et je pense pour tous ceux qui sont attachés à l'égalité, aux droits des femmes. Alors, je voudrais simplement vous poser la question sur le fait que cette étude... Ce rapport, vous avez pu l'envisager au niveau à la fois de l'Hexagone et des territoires ultramarins, où vous n'avez pas pu pousser votre recherche à ce niveau-là, parce que on sait qu'il y a quand même des différences qui existent en termes au niveau social, au niveau économique, etc. Mais ma collègue Victoire le sait bien mieux que nous, mais nous sommes attachés à ce que ça soit sur l'ensemble du territoire. Donc c'est cette première question que je voulais vous poser. La deuxième question, c'est qu'effectivement, on voit bien que par rapport à tout ce que vous avez ouvert à vos recommandations, etc., que pour aller plus loin, il faut qu'il y ait une prise en compte, à mon avis, gouvernementale, qui va poursuivre, qui va amplifier, qui va compléter avec les moyens que peut avoir un gouvernement. Donc ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez pu le présenter à la ministre Rome, et quel a été son accueil et quels engagements elle a pu ou voulu prendre auprès de vous. Et ma troisième question, c'est en lien avec le travail que nous pourrions produire. Est-ce que vous pensez que par rapport à ce que vous avez déjà fait ressortir et qui est extrêmement riche, vous êtes un petit peu frustré parce qu'il y aurait un angle mort? Je ne le vois pas, moi, personnellement, l'angle mort, mais comme vous avez eu ce travail approfondi, peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé voir développer davantage et que malheureusement, vous n'avez pas pu faire. Donc, je vous remercie par avance. Alors, en ce qui concerne les territoires ultramarins, on ne peut que constater un manque de recherche et d'études menées sur place en lien avec toutes les questions que j'ai pu évoquer. On sait bien que, hélas, les moyens ne sont pas alloués comme sur le territoire pour essayer de démêler un petit peu justement ces questions liées à l'environnement social, culturel, économique et de le mettre en perspective par rapport à la santé. Donc c'est un effort qui doit vraiment être fait. Les études internationales qui sont très présentes aussi dans mon rapport sont
c'est important à titre de comparaison, hein, pour vraiment montrer à quel point il n'y a pas forcément des spécificités franco-françaises, hexagonales, que dans de nombreux pays, en tout cas dans des pays plutôt nantis, mais on a aussi des problèmes de dépression dans les pays du Sud. Hein, donc, vous voyez, c'est tellement important d'avoir des sources de connaissances qui soient très élargies, et parce que sinon on ne peut pas vraiment se rendre compte des points qui vont être les points majeurs à aborder vraiment dans des mesures d'information et de prévention. Hein, parce que ça, c'est extrêmement important. Et il faut vraiment toujours s'intéresser à l'international pour comparer. Et ensuite, ça va nous guider. En ce qui concerne maintenant la portée de ce rapport, bon, nous l'avons remis à Monsieur Véran et Madame Moreno à l'époque, hein, en 2020. Mais nous n'avons pas jusqu'à présent eu d'entretien avec l'équipe de Madame Rome. Et quant aux angles morts, bon, il y en a forcément. C'est-à-dire que dans ce rapport, bon, nous n'avons pas trop accordé de place à tout ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive, parce que ces questions-là avaient déjà été l'objet de nombreux rapports précédemment. Et donc, je laisserai la parole à Gilles sur ces questions-là. C'est évidemment un sujet extrêmement important. Ce qui est très important aussi, c'est l'éducation à la santé sexuelle à l'école et dans de très nombreux endroits. Enfin, l'éducation à la santé sexuelle, c'est fondamental, et hélas, en tout cas en France, c'est pas fait. Merci beaucoup pour ces... Oui, moi je veux bien reprendre sur les différents rapports. On les a présentés aux différents ministres en 2007, en 2017, à tous les moments on les a présentés. Est-ce qu'il y a eu des suites depuis qu'on les a présentés? Il y a eu quelques suites puisque des recommandations ont été reprises dans les lois, mais évidemment pas toutes. Et là, si on reprend par exemple les 4 recommandations phares sur la formation initiale des étudiants en genre et santé, on n'a pas beaucoup d'études. Moi, si je regarde dans la fac où je travaille, effectivement, il y a une petite amélioration avec des enseignements sur la prise en charge des femmes en matière cardiovasculaire. Mais bon, c'est quelques DU, des diplômes d'université. Les étudiants qui font une spécialité en cardiologie commencent à être formés. J'ai interviewé quelques collègues hier, mais je n'ai pas vu vraiment un grand vent. Donc là, il faut que vraiment on accompagne et qu'on s'assure, comme pour les violences envers les femmes, qu'on s'assure que c'est réellement fait dans les facultés. C'est personne dépendant, et s'il n'y a pas de question d'internat ou s'il n'y a pas d'évaluation réelle de ce qui se fait dans ces facultés, ça mettra un temps fou. On voit bien sur les violences, depuis l'étude ENVEF 2000, bien évidemment aujourd'hui il y a des recommandations de la HAS, mais on sait pertinemment qu'un grand nombre d'étudiants ne reçoivent pas cette formation. Donc là, on a vraiment des recommandations à suivre. Et pour les suivre, il faut des moyens, encore une fois. J'ai commencé à parler du Haut Conseil en disant qu'il n'y avait que des bénévoles. 3 chargés de mission, ce n'est pas suffisant. Et quand j'interroge mes collègues aussi sur les études en direction des femmes, il y a manque de budget pour les problématiques cardiovasculaires, très clairement. Donc il faut vraiment qu'on s'assure que c'est réalisé. Sur la formation médicale continue, c'est la même chose. Là aussi, pour tous les sujets importants comme genre et santé, violence ou inégalité sociale de santé, les formations pour les professionnels médicaux libéraux, c'est 3 jours par an. Point. 3 jours par an. Il y a énormément d'indemnisés. Et c'est pas obligatoire. Ça devrait l'être, mais ça l'est pas.
très clairement. Donc 3 jours par an, c'est pas suffisant avec l'ensemble des sujets. Donc là aussi, soit on veut améliorer l'accompagnement, la prise en charge des familles victimes de violences, lutter contre les inégalités sociales de santé, montrer aux médecins à quel point on est pétri de stéréotypes. Quand j'interroge mes collègues, je leur dis « Est-ce que tu as l'impression que tu soignes de la même façon les femmes et les hommes ?» On me regarde, évidemment. Eh ben non, dans les faits, c'est pas vrai. Hein, et on le prouve, et la présentation éloquente de Catherine le montre. Très clairement, il faut déconstruire. Donc pour déconstruire, il va falloir réellement créer une chaire, nommer des enseignants sur ces sujets, participer à des études, là aussi sur les thèses. J'ai essayé de regarder les thèses. Sur les violences faites aux femmes, on commence à avoir 150 thèses de médecine générale, par exemple. Ben, ok, ça bouge. C'est pas suffisant, mais ça bouge. Sur genre et santé, à part des études sur la transidentité, il n'y a rien sur... non, mais c'est quand même incroyable. Il n'y a pas grand-chose. Donc là aussi, s'il n'y a pas une indication claire et ferme des ministères des universités, de la recherche, de la santé, pour s'assurer que c'est mis en place, ça ne se mettra pas en place. Je reprends toujours l'exemple dans les années 90, quand on a commencé à mettre en place les traitements de substitution pour les patients toxicomanes. Rien n'était fait. Et à un moment donné, le ministère de la Santé a dit non, on va organiser, à côté des formations indemnisées des médecins, on va organiser d'autres formations qui étaient prises en charge par le ministère de la Santé, la DGS, pour permettre aux médecins de se former. Et on a nommé des médecins qui allaient dans toutes les provinces pour former les autres collègues. OK, c'est des démarches qui sont actives où on ne dit pas simplement faites, mais on s'assure que c'est réellement fait et on met les moyens pour que ça soit fait. Donc la chaire en genre et santé, on l'attend toujours. Alors sur l'accès aux soins des femmes précaires, là aussi, quand on voit le non-recours aux prises en charge par les femmes et les hommes, mais là en l'occurrence les femmes, quand on voit que les femmes sont les premières touchées par la précarité, on doit travailler sur la médecine du travail. On l'avait déjà dit en 2017. Les critères de pénibilité ne sont pas adaptés aux femmes. Les femmes ne sont pas les mêmes comme les autres, très clairement. Et aujourd'hui, on a vu pendant le Covid, l'aggravation de l'état de santé des personnes travaillant dans le soin, et c'est essentiellement des femmes. La non prise en charge des transports, des temps de transport dans les journées, c'est quand même incroyable. Le fractionnement du travail dans la journée. Les troubles psychosociaux ne sont toujours pas pris en charge comme maladie professionnelle ou reconnus en tant que tels. Là aussi, la pénibilité et les critères doivent être revus. C'est pas fait. Ça fait 2017-2002, on est 5 ans après, on n'y est toujours pas. Et alors, quand on a parlé de la parité ou de la rémunération, vous savez qu'on n'y est pas encore. Donc là aussi, s'il n'y a pas de position volontariste et puis de pénalité, très clairement, financière, envers toutes les institutions ou les associations ou les entreprises pour qu'il y ait égalité de salaire, on n'y arrivera pas. Et sur la lutte contre les stéréotypes, je suis un peu long, je m'excuse. Là aussi, si on reprend le rapport qu'on avait fait sur l'éducation à la sexualité, on voit encore aujourd'hui qu'il y a près de 60% des établissements qui ne mettent pas en place ces actions. Donc si on veut que ça bouge, il faut que ça bouge et que ça bouge dès le début et très tôt. J'ajouterais qu'on peut quand même saluer une initiative qui est celle d'une personne qui s'appelle Nathalie Bajos, qui est une chercheuse en sociologie, en santé, qui a beaucoup travaillé sur les questions de santé sexuelle et reproductive, mais qui a créé récemment un très gros groupe de recherche qui associe à la fois médecins, chercheurs, sociologie, épidémiologie, santé publique, avec pour objectif donc d'étudier comment se forgent les inégalités de santé depuis la naissance jusqu'à la sénescence. Donc c'est un très beau projet. Il s'appelle, l'acronyme c'est GENDHI, G-E-N-D-H-I. Enfin, j'en parle dans le rapport. Et en fait, ce projet a été financé par l'Europe. Donc l'Europe
Ce projet a été sélectionné parmi plusieurs centaines. Donc, cocorico, on est très content que des sommes importantes, je crois, c'est environ 10 millions d'euros pour 6 ans, a été alloué à ce très beau programme de recherche très ambitieux qui est déjà en train de porter ses fruits parce que grâce à ce financement, on a pu financer des étudiants pour faire des thèses, inviter des postdoctorants dans les laboratoires, organiser des collaborations internationales, des colloques. Bon. Donc ce domaine de recherche-là, il est superbement bien mené par toute l'équipe de Nathalie Bajos, mais c'est un financement européen. Et donc, c'est mieux que rien, mais on aimerait bien qu'il y ait aussi au niveau national une mise en place d'une volonté réelle de soutenir tout ce qui concerne les recherches, je veux dire, au sens très large. Hein, c'est pas... Ce qui compte dans toutes ces questions, on l'a bien vu, c'est la pluridisciplinarité. Hein. Il faut vraiment que les gens dialoguent parce que la santé, c'est pas, comme on le sait, seulement une affaire de biologie, loin de là, c'est d'abord et avant tout une affaire de société. Et il faut vraiment qu'il y ait un effort qui vienne des instances dirigeantes. La parole. Sur la lutte contre les stéréotypes et la prise en charge médicale, il a été annoncé que des cellules se seraient mises en place au niveau des universités pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes. On n'a pas d'études aujourd'hui de réelle mise en place. Ce serait bien qu'on ait des informations parce qu'on sait que dans un grand nombre de facultés, c'est toujours pas mis en place. Et c'est important de savoir que la lutte contre les stéréotypes, elle est importante aussi en médecine. Et je veux juste vous donner quelques chiffres d'une étude qui a été réalisée par 2 étudiantes, Sarah Eudine et Amélie Jouot, auprès de 2000 internes en médecine générale sur l'ensemble de leurs études. Ils ont été interrogés sur ce qu'ils pouvaient vivre pendant leurs études. Et 40% déclarent du harcèlement moral, 18% du harcèlement sexuel. C'est 1/5 de la promotion, hein, c'est quand même 1/5 de la promotion, 18% de harcèlement sexuel, 62% de discrimination, notamment majoritairement liée au genre ou à l'apparence. Donc c'est pour vous dire qu'on a un travail important à faire lors des études, avec dans le cadre des enseignants et des étudiants, et que ça, forcément, ça intervient aussi sur la prise en charge des femmes et des femmes victimes de violences. C'est une des premières études que j'avais dirigée d'Oslander, qui avait amené l'apparition du livre Omerta, c'était de montrer que les étudiants vivaient des violences et des discriminations, qu'ils voyaient des femmes victimes de violences et que, bien entendu, la prise en charge n'était absolument pas adéquate. On est vraiment dans un... il faut qu'on travaille dans tous ces champs et c'est important que ces cellules se mettent en place pour faire bouger les choses. Et c'est vrai qu'on parle de féminisation du corps médical et tant mieux, mais clairement, encore une fois, le nombre de postes de PU ou le nombre de chefs, bien sûr, reste encore majoritairement masculin et ça c'est important que ça bouge. Et je reviens sur ces cellules de prise en charge des violences sexistes et sexuelles. Si elles ne se mettent pas en place, on n'arrivera pas à faire en sorte que dans ces services, ces ambiances sexistes et ces agressions cessent. Donc c'est vraiment important. Et quand elles cesseront, la prise en charge des patientes aussi s'améliorera bien évidemment. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse très complets. Je passe la parole à la 4e rapporteure, Laurence Rossignol. Merci Madame la Présidente. Bonjour à vous deux. Moi, je vais pas par rapport aux questions qu'ont posées mes collègues, dire une chose. D'abord, on a décidé de travailler sur la question de la santé des femmes, mais on a bien conscience qu'on n'est pas sur un sujet vierge et qu'avant nous, d'autres ont travaillé de manière, peut-être Annick, tu l'as dit dans ton intro, c'est ce que j'ai raté, et d'autres ont travaillé, d'autres travaillent aussi parallèlement, puisque l'Assemblée nationale, de la délégation droits des femmes à l'Assemblée, qui vous a peut-être déjà auditionné ou qui va le faire, travaille aussi sur ce sujet. Alors nous, le problème du Sénat, c'est que depuis le rapport sur la pornographie, on adore les scoops. on a pris goût à l'exposition médiatique et au fait de porter des sujets qui sont dans des angles morts ou des sujets ignorés.
Et c'est pour ça que je vais reposer un peu peut-être autrement la même question que Laurence. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous semble ne pas avoir été encore suffisamment étudié et qui soit étudiable par nous, parce qu'on n'est pas un centre de recherche, on n'a pas d'échantillons sur lesquels on puisse travailler, en particulier dans la dimension intersectionnelle des questions de santé. Alors ce que j'appelle la dimension intersectionnelle, c'est simplement le fait des mécanismes croisés. C'est-à-dire, voilà, femmes et migrantes, c'est un sujet intersectionnel. Femmes et handicap, c'est un sujet intersectionnel. Voilà, qui sont pas forcément, sont pas des niches à mes yeux. C'est des dimensions du sujet. Je voulais vous interroger sur 2 questions également. Qu'est-ce qui a été fait? Mes collègues vont penser que je ne lâche rien, et c'est vrai. Voilà, qu'est-ce qui a été fait, étudié sur genre et santé mentale aujourd'hui? Deuxième question un petit peu plus touchy, comment les questions genre, sexe et santé se percutent? Vous comprenez, Catherine? Non. Bon, je la repose autrement. Nous avons le sexe, nous avons le genre. Et le genre et le sexe sont aujourd'hui dans des approches dissociées. Comment, c'est toutes les questions autour de transidentité. Voilà. Par exemple, je posais la question simplement, où est-ce qu'on classe en matière de santé une personne trans? Est-ce qu'elle est classée dans son genre ou dans son sexe? Et comment on étudie la médicalisation de la transidentité aujourd'hui? Alors, je suis pas sûre qu'on ira sur ce sujet-là, c'est parce que c'est... Oui, mais c'est dans le débat. C'est dans le débat. Mais voilà, c'est trop risque. Enfin, ouais, c'est super risque, mais ça m'intéresse d'avoir votre point de vue là, tous les deux là-dessus quand même. Même si on traite pas le sujet, mais moi j'ai une vraie dans les questions de santé sexuelle et reproductive, par exemple, où on identifie, comment on identifie les dissonances de sexe biologique de naissance et de genre par la suite. Désolée. Donc, sur les aspects intersectionnels, à savoir essayer d'élargir la compréhension de certaines des problèmes de santé, donc dans un cadre non seulement biologique, mais social, culturel, économique, avec des données qui permettent aussi de mesurer de façon plus précise justement ces aspects liés à l'appartenance ethnique, aussi les questions liées au handicap. Hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à mener des études épidémiologiques, des enquêtes sur le terrain qui puissent intégrer tous ces différents paramètres pour enrichir nos connaissances. C'est ce qu'essaye de faire le groupe de Nathalie Bajos, avec justement un rôle extrêmement important des enquêtes démographiques, économiques, qui vont sociologiques, qui vont être alliées aux données médicales et aux données de recherche biomédicale. La clé, elle est là. C'est une approche pluridisciplinaire. Et pour avoir cette approche pluridisciplinaire, eh bien, il faut s'en donner les moyens. Donc, il faut que les projets soient financés. Les questionnements sont là, sur le plan intellectuel, pour essayer de mieux comprendre et faire avancer les choses. On passe rien sous silence, mais encore faut-il avoir les moyens de réaliser tous ces travaux. La notion aussi de santé mentale, on sait à quel point la psychiatrie est dans une triste situation. La santé mentale, moi en tant que neurobiologiste, j'ai aussi une petite idée de ce que c'est. C'est un peu ce que j'évoquais précédemment, c'est la difficulté
de mener des études avec des critères qui permettent d'avoir des données suffisamment robustes, avec à nouveau cette notion d'échantillon homogène. Vous voyez, quand on fait des études, il faut un échantillon sur lequel on va travailler, et il faut un échantillon témoin de personnes qui permettront la comparaison. Et puis aussi, il faut faire un suivi dans le temps, parce que la santé mentale, c'est quelque chose qui évolue, enfin les autres questions aussi. Enfin bon, non, vous voyez, mettre en œuvre des études de cet ordre, ça demande d'énormes moyens. Alors, j'ai évoqué la question de la dépression. Bon, certes, la dépression, ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement hétérogène. Et c'est grâce, je dirais, à des coopérations, à des études internationales qu'on pourra mieux comprendre, justement, par exemple, quand j'insistais sur les facteurs de risque liés à la situation socio-économique, quelque part, c'est nouveau qu'on ait des données qui portent sur des échantillons de milliers de personnes, avec vraiment des traitements statistiques et des études magnifiques qui, justement, ont pris en compte la réalité des modes de vie des personnes et tenté de faire des corrélations avec les dépressions. Donc, si on prend que la santé mentale, que la dépression dans la santé mentale, déjà c'est extrêmement difficile de sortir de quelque chose de solide. Est-ce qu'on considère que le suicide est une question de santé? Je pense. Oui. D'accord. Par exemple, en matière de suicide, est-ce qu'il y a des analyses genrées sur le suicide? Oui. Alors, aux États-Unis, en particulier, au Canada aussi, il y a des études souvent très contradictoires, parce que on aurait parfois tendance à associer dépression majeure. Bon, mais il y a aussi des cas de schizophrénie, des cas bipolaires, qui peuvent être associés ensuite à des comportements suicidaires. Mais le suicide, ce n'est pas uniquement, enfin là aussi c'est très hétérogène, ce n'est pas uniquement lié à une pathologie mentale. Et il faut faire très attention à ne pas assimiler les deux. Bon, ça, c'est des spécialistes qui débattent depuis pas mal de temps de ces questions-là, parce que justement, on a de plus en plus de données maintenant. Quand on a peu de données, on a tendance à avoir des raisonnements un petit peu réducteurs, si je dis un petit peu simples. Si nos connaissances s'enrichissent, ça devient plus complexe, et là, les nuances peuvent se faire, et on progresse dans nos connaissances. C'est des sujets de toute façon extrêmement compliqués. Alors, en ce qui concerne maintenant les aspects des personnes avec les notions de sexe, de genre et de transidentité, je reviens toujours à ce que je disais tout à l'heure. On n'a quasiment aucune donnée sur l'accès aux soins de ces personnes, sur des prises en charge médicales en fonction de pathologies qui leur seraient propres ou bien qui ne leur sont pas forcément propres. On a très très peu de données, et y compris au niveau international. Donc c'est quelque chose qui est à nouveau, parce que ces personnes, c'est des populations extrêmement diverses. Donc recueillir des données solides, c'est difficile. Et je pense qu'il nous faudra du temps pour sortir quelque chose de tout ça, c'est en train de bouger. Et bien sûr, bon, moi, je fais partie d'un groupe international qui s'appelle Neurogenderings,
qui s'intéresse à tout ce qui... les recherches en neurosciences, y compris en santé mentale, en lien avec le sexe et le genre. Et on commence évidemment à s'intéresser à ces questions de transidentité pour essayer justement de favoriser des recherches dans ce domaine-là en donnant des bourses, des doctorats pour des étudiants. Il faut alimenter nos connaissances sur ces questions-là. Et pour l'instant, ça reste très ponctuel. Oui. Alors, je ne répondrai pas à toutes les questions. Juste une remarque sur femmes migrantes et violence. On avait fait des études qui montraient très clairement que les femmes migrantes subissaient plus de violences au pays, subissaient plus de violences sur le trajet et encore plus de violences en France, avec des agresseurs supplémentaires qui étaient les hébergeants. Bon. Donc il y a des études sur la précarité. Là aussi, hein, on a plein d'études qui montrent que la santé des femmes migrantes est beaucoup moins bonne et que les programmes de prévention, encore une fois, s'adressent ou ont un bénéfice plus important chez les personnes qui en ont le moins besoin que sur les personnes qui ont le plus besoin, parce que ces campagnes de prévention ne s'adressent pas à ces femmes avec les bons outils, les bons moyens. Et là, on a des problèmes de toujours cette fameuse égalité. On fait la même chose pour tout le monde. Non, il ne faut pas faire la même chose pour tout le monde. Encore une fois, il faut de l'équité. Il faut faire plus pour ceux qui en ont plus besoin. Et en l'occurrence, quand on regarde le suivi des femmes en termes de prévention du cancer du col, de vaccination ou de mammographie, on s'aperçoit que les femmes migrantes ont un moins grand nombre de dépistages. Et quand on regarde même leurs enfants, on s'aperçoit qu'ils ont aussi, ces enfants, ces filles, ont un moins grand nombre de dépistages que des personnes qui sont françaises depuis bien plus longtemps. Sur la santé mentale, à travers l'étude qui a été montrée par Catherine, et bien sûr, il y aurait encore beaucoup d'autres études à faire. Il y a des déterminants de santé. Les déterminants de santé sont sont très nombreux. Alors la santé ou l'action des médecins, c'est une chose, mais l'action de la société, c'est encore plus. Et on sait pertinemment que quand on a un travail, quand on a un logement, quand on a de l'électricité, par exemple, ou quand on a tous ces éléments-là, ça améliore considérablement la santé des personnes. Et là, si on se réfère aux travaux qui avaient été réalisés par le Haut Conseil, encore une fois, sur les femmes et sur les métiers du soin, on voit ou sur tous les métiers par exemple, qui ont persisté pendant le confinement du Covid, on voit que leur état de santé s'est aggravé. Donc là aussi, on a des choses à faire en plus. Et puis, voilà, non, je ne répondrai pas à l'autre question. Merci beaucoup. On n'a pas le temps parce que je voudrais parler d'un autre problème après. On a d'autres demandes d'intervention, donc je vais passer la parole à Marie-Pierre Monnier. Et ensuite, Victoire Jasmin. Merci, Madame la Présidente. Merci pour cet exposé. C'est vraiment très, très intéressant. Moi, j'aurais 3 petites questions. Alors, d'abord, vous avez parlé de diagnostic tardif. Dans votre PowerPoint, vous avez surtout mis l'accent de certaines pathologies sur l'autisme, les maladies cardiovasculaires, et puis il y avait autre chose, dépression. Est-ce qu'il y a d'autres maladies pour lesquelles ce diagnostic est tardif et voilà, est-ce que vous avez travaillé dessus et comment vous l'expliquez? Vous avez parlé là dans vos recommandations de favoriser la parité dans l'accès aux postes de responsabilité. Vous, monsieur, vous avez dit d'une grande féminisation du métier. Moi, est-ce que vous avez des chiffres, c'est-à-dire combien de femmes qui sont médecins? Parce qu'après... Je pourrais vous les envoyer, d'accord? Bon, parce que c'était dans un rapport du Haut Conseil où on avait noté le nombre de chefs de clinique, le nombre de PH et ensuite le nombre de chefs de service. On pourra vous le retrouver. Voilà. Donc vous parlez là du plafond de verre, enfin de l'accès aux postes de responsabilité. Et dans la prise en charge des femmes, moi il me semble aussi que les médecins généralistes se féminisent. Donc il me semble que justement on devrait arriver à pallier... Alors, la féminisation ne suffit pas. Il faut aussi qu'il y ait une formation. On ne sait faire que ce qu'on nous a appris. Et si on n'apprend pas, on est aussi dans ce cadre-là. OK. Et après, parmi toutes les recommandations, là on est en plein PLF, alors c'est un peu spécifique, c'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre du réglementaire ne peut pas être repris dans le PLF, mais est-ce qu'il y a des recommandations importantes qui n'ont pas encore été reprises, puisque vous avez dit que 50% avaient été tout à l'heure, je ne sais pas si c'était à propos de ce rapport, voilà, qui pourraient être portés dans le PLF. Merci.
En ce qui concerne les diagnostics tardifs, eh bien, comme je l'ai évoqué, en fait, ça s'explique d'une part par tous les stéréotypes et les représentations sociales de ce que représente précisément une maladie féminine par rapport à une maladie masculine. Donc, tant que cet obstacle lié aux stéréotypes sur les maladies perdure, on va continuer à dire ça c'est une maladie d'homme, ça c'est une maladie de femme. Donc, les deux exemples emblématiques, c'est les maladies cardiovasculaires sous diagnostic chez les femmes et l'ostéoporose sous diagnostic chez les hommes. Et ces deux types de pathologies sont vraiment au cœur de la santé publique. C'est quelque chose, la prise en charge est extrêmement coûteuse de ces deux types d'atteintes. Il faut vraiment mettre l'accent, bon, les pathologies mentales aussi, enfin, il faut vraiment mettre l'accent sur comment faire vraiment pour réduire aussi les coûts de santé par rapport à cibler des campagnes de prévention et d'information qui permettent de réaliser, qui permettent que la santé publique soit mieux prise en charge. Et ça, ça reste, à nouveau, c'est une volonté politique qu'il doit y avoir derrière. Et l'autre, oui, ça c'est ça. Oui, c'est bon. Très bien. Donc, je vais prendre la question de Victoire Jasmin. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci. Bon, j'ai entendu les réponses que vous avez données aux collègues, donc je n'ai pas grand-chose à ajouter, sauf que nous avons, la Présidente et moi-même, rencontré il y a environ 1 mois et demi des femmes d'une association de la police nationale. Et là, concernant les difficultés qu'elles rencontrent, c'est lié à la non prise en compte justement de leurs compétences d'une part, mais aussi par rapport aux risques professionnels liés à leur équipement. Quelquefois, elles ont des kilos d'équipement. Et là, vous avez parlé de posture dans le milieu médical, paramédical. Et aussi par rapport à la durée de certaines tâches qu'elles ont à faire. Par exemple, on fait la planque, par exemple, pour un homme, c'est facile. Pour une femme qui a ses règles, qui souffre d'endométriose, qui doit se changer. Donc, elles nous ont expliqué un petit peu les difficultés qu'elles avaient dans la prise en compte de certaines particularités de leur métier. Et en matière de promotion, le problème se pose également. Concernant, je remercie Laurence Cohen pour la partie qui concerne les Outre-mer. C'est vrai que bon, les budgets ne vous permettent pas non plus trop de vous déplacer. C'est dommage. Mais et concernant l'activité physique et sportive, alors bon, il y a l'activité physique, bon, on en a parlé récemment dans le PLFSS, mais pour la pratique volontaire d'activité sportive, nous avons fait en 2018, je crois, un rapport sur le football, la pratique du football par les femmes. Et nous avons vu qu'il y avait de très grandes disparités dans la prise en compte des femmes. Alors, Laurence a donné un exemple, mais les équipements ne sont pas forcément faits et équipés pour les femmes elles-mêmes. Par exemple, les vestiaires pour les femmes qui veulent faire du sport, du football par exemple, quelquefois elles sont complètement exclues. D'autres fois, elles réussissent quand même, mais elles n'ont pas d'espace pour leur entraînement, elles n'ont pas de vestiaire adapté. Donc, en fait, la société a construit un monde plus pour les hommes que pour les femmes. Donc, il y en a qui réussissent à quand même réussir dans ce domaine-là, mais c'est compliqué, c'est très compliqué. Et dans certaines recommandations de notre rapport, et nous avons un certain nombre d'éléments qui peuvent étayer ces arguments. Voilà. Et la dernière chose, concernant les femmes qui sont en précarité, alors le lien avec les dépressions, alors l'alimentation pourrait aussi contribuer. J'ai eu l'occasion de lire, alors bon, j'oublie quel document c'était, mais que des femmes qui avaient un appauvrissement de la qualité de leur alimentation et qui manquaient étaient obligées, quelquefois, pour
être traitées et bien prises en compte par rapport aux pathologies mentales, d'avoir des probiotiques pour compenser. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut comme étude, hein, parce que j'avais lu ça comme ça dans un journal, pardon. J'oublie de quoi il s'agissait exactement, mais je ne sais pas si il y a un lien avec l'alimentation, je ne sais pas. Voilà, merci. Bon, rapidement, ce que vous soulignez sur la réalité de la pénibilité au travail des femmes dans la police, il faudrait voir qu'est-ce qui se fait concrètement. Enfin, vous soulignez l'absence de prise en compte. C'est ce dont on parlait aussi par rapport aux maladies professionnelles et la notion de reconnaissance de maladies professionnelles. Ça, c'est vraiment un domaine où il faut vraiment faire un gros effort. Sur les aspects activités sportives aussi. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que dans nos discussions, c'est tellement flagrant que la santé, c'est une question de société. Et donc, si c'est une question de société, c'est aussi une question économique et une question politique. Et on en est là. C'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et votre dernière question, alors là, j'aurais beaucoup de réserves, sachant que quand on cite ce genre de choses, il faut avoir des sources solides et fiables. Et donc, tant qu'on n'a pas ces sources-là, on ne peut pas se prononcer. Oui, il peut y avoir des troubles cognitifs quand il y a des manques de vitamines, mais ça, c'est vraiment prouvé. La vitamine B12, par exemple, ou autre, mais vraiment, voilà. Il y a des études très précises sur des maladies particulières, mais je ne rentrerai pas dans le cadre des probiotiques parce que moi, j'ai absolument aucune étude là-dessus. Je ne serai pas compétent. Je voulais, parce que le temps avance, je pense qu'on a quelques minutes, c'est tout. Oui, je voulais faire un autre point qui est proche. Hein. Déjà vous dire que la commission santé du Haut Conseil, excusez déjà aussi Emmanuelle Piat, hein, qui n'a pas pu être présente, ça c'est important. Rappelez que nos champs d'activité là, c'est l'évaluation des centres régionaux de prise en charge du psychotrauma. Et on attend toujours d'un département ultramarin qu'ils prennent contact avec nous pour nous dire ce qu'ils font, par exemple. Donc là aussi, l'absence de réponse nous peine. Deux, on va essayer de faire un état des lieux de la recherche sur la contraception masculine. Et là, clairement, il n'y a pas grand-chose qui est fait, il n'y a pas grand-chose qui avance, et on se demande pourquoi. Hein. Ben évidemment. On se demande pourquoi. C'est comme sur les problèmes de prise en charge de la douleur des règles. Je ne sais plus qui disait si les hommes avaient des règles, le problème serait réglé depuis longtemps. Je pense que c'est vrai. Troisième sujet, c'est d'étudier aussi. Il y a des réformes il y a des lois qui sont essentielles, par exemple le remboursement à 100% des contraceptifs pour les jeunes femmes jusqu'à 25 ans, voir la réalité de la prescription gratuite et du remboursement de ces prescriptions. Il y a d'autres éléments que je voulais aussi, dont je voulais vous faire part, c'est qu'on demande toujours le remboursement des préservatifs féminins. Les préservatifs masculins sont remboursés, pas les préservatifs féminins. C'est quand même important puisque ça permet quand même aux femmes d'imposer le préservatif et voilà. Donc c'est quand même important. Et sur l'IVG, bien évidemment. Parce que l'un est considéré comme étant une protection IST et l'autre est considéré comme étant uniquement une protection. Ah non, les deux sont IST aussi. Le préservatif féminin, c'est aussi IST. Donc c'est vraiment. C'est un outil pour la femme, elle peut le mettre 1 heure avant les rapports, c'est elle qui... Donc c'est vraiment important. Mais c'est toujours pas remboursé. Et puis sur l'IVG, bien évidemment, la recommandation d'inscrire dans la Constitution, je crois qu'on est tous d'accord, il faut vraiment qu'on y arrive. Et sur l'IMG aussi, c'est... Hein, pas tous d'accord. Bon, ben, en tous les cas, ça fait partie des recommandations du Haut Conseil. Et je pense que le danger qu'on voit poindre dans de nombreux États du monde sur le droit des femmes à avorter nous amène à penser que c'est une sécurité obligatoire à mettre en place. Et dernière chose, sur l'IMG, sur les interruptions médicales de grossesse, les associations... et nous pensons qu'il faut faire attention. Vous savez, il peut y avoir des IMG pour cause fétale
causes maternelles. Pour les causes fétales, il y a un jury avec un médecin du centre de diagnostic prénatal qui, avec d'autres professionnels, vont juger de la réalisation de l'IMG. Et il y a des causes maternelles. Et dans les causes maternelles, il peut y avoir un médecin de la patiente, il y a les causes de détresse psychosociale. Il peut y avoir un médecin désigné par la patiente, il peut y avoir un médecin gynécologue, et il y a aussi un médecin appartenant au centre de diagnostic prénatal. Et là, ça pose problème, puisque ce n'est pas les causes prénatales qui sont en cause, c'est la détresse psychosociale de la patiente. Et donc là, peut-être qu'il faudrait revoir les membres du jury. Voilà, je m'excuse d'avoir été... L'appel aux territoires ultramarins. Oui, non, non, il y a un centre régional qui a été, qui a été accordé, un financement pour un centre régional de psychotrauma qui a été accordé dans un département ultramarin. Nous les convoquons pour pouvoir les auditionner, voir ce qui a été réellement fait, quelle est la situation. Et pour l'instant, on n'a toujours pas de réponse. Voilà. Si vous permettez 2 secondes. En fait, bon, je ne sais pas de quel territoire il s'agit, mais dans un rapport de la délégation des Outre-mer concernant les risques naturels majeurs, alors ce rapport date de 2018, ça fait partie des préconisations que nous avons faites. Nous avons demandé qu'il y ait une réelle prise en compte des psychotraumas. Et récemment, il y a eu un premier point d'étape en juillet, le 7 juillet 2022, parce qu'entre-temps, il y a eu toute la pandémie et tout, avec la DGOM, la Direction Générale des Outre-mer, donc service du ministère des Outre-mer. Et il y a environ un mois, un autre bilan d'étape suite à la tempête Fiona qui a touché essentiellement la Guadeloupe. Et là, dans le communiqué de presse de la délégation, c'est explicitement mentionné, parce que c'est une des demandes que j'ai renouvelées, pour qu'il y ait la prise en charge et qu'il y ait un centre régional. Alors, voilà, pour les psychotraumas. Donc, je ne sais pas, par contre, quel département. Donc, je vais essayer de me renseigner. Je viendrai vous voir pour qu'on essaye d'obtenir des informations. Et j'en ai parlé au directeur de l'ARS de Guadeloupe que j'ai rencontré il n'y a pas bien longtemps. Merci. Très bien. Juste un dernier point pour dire que les choses avancent quand même. Pour la première fois au Congrès de médecine générale France en mars, il y aura une séance plénière sur genre et santé. Voilà. Oui, je voulais vous parler pour terminer quand même des activités du groupe Genre et Recherche en Santé que je co-anime avec une collègue au sein du comité d'éthique de l'INSERM. Donc ce groupe nous l'avons créé en 2013. Donc ça vous montre quand même que sur le plan des questionnements dans la recherche, on a fait pas mal progresser les choses en fait depuis 2013 avec des rapports, des guides de recommandations pratiques. Quand je parle de recherche, c'est pas uniquement recherche clinique, biomédicale, c'est aussi sciences humaines et sociales, c'est au sens large sur les questions santé, santé publique, etc. Donc l'INSERM a organisé en 2007 le premier grand colloque international sur ces questions-là. Donc ça veut dire que la France quand même commence à prendre un peu de place. Nous avons aussi au comité d'éthique fait des clips vidéo que je vous recommande, qui s'appellent Genre et santé, attention aux clichés, faits par des grands professionnels qui sont très souvent utilisés pour sensibiliser non seulement le grand public, mais enfin dans différents réunions, colloques, institutions, ces petits clips vidéo qui sont très, très, très éloquents sont utilisés. Donc, il est rare qu'un comité d'éthique fasse des clips vidéo. En général, un comité d'éthique, ça fait des gros rapports. Bon. Et notre dernier rapport concerne, je vous renvoie au site de l'INSERM, concerne un problème dont il faudra s'emparer sérieusement, à savoir les problèmes éthiques, en l'occurrence, posés par les applications numériques de suivi menstruel à des fins de contraception et de conception. À savoir qu'il existe des milliers de ces applications que l'on trouve sur smartphone qui sont utilisées par des centaines de millions de femmes dans le monde. Ces applications sont le fait de sociétés privées
qui utilise en fait la méthode Ogino numérique pour prédire les dates d'ovulation et les périodes de fertilité des femmes. Donc on est vraiment face à un gros problème, à savoir qu'il n'y a aucune fiabilité dans les prédictions qui sont données par ces applications, et qu'il y a aussi un énorme problème qui est celui de la protection des données qui sont renseignées sur ces applications numériques. Donc il y a deux sujets extrêmement importants, et comme ça concerne des millions de femmes partout dans le monde, y compris dans les pays du Sud, je crois qu'il faudra un jour s'emparer de cette question justement au niveau le plus haut. Merci pour votre attention. Merci Madame, Monsieur pour ces interventions au titre du HCE. Forcément, elles vont éclairer les 4 co-rapporteurs qui vous ont interrogé ce matin sur la détermination du sujet santé des femmes qui souhaitent être pris à bras-le-corps au cours de cette session. On n'a pas identifié totalement d'angle mort ou de niche, mais peut-être qu'il y a quand même des sujets qui méritent qu'on s'y attelle. Et j'ai repéré notamment santé des femmes et travail. Je crois qu'il y a un sujet très très important qui apparaissait en filigrane. J'ai aussi, à travers cela, ça fera forcément écho à santé des femmes, famille monoparentale. Je crois que c'est aussi travail, famille. Et dans le travail, on voit organisation du temps personnel, du temps professionnel, du temps de trajet, comme vous l'avez évoqué. L'accès aux soins, qui était un sujet que nous avions également abordé dans Femmes et Ruralité, avec ce déficit de gynécologie médicale et donc cette absence de prévention, de traitement et d'information également. Les inégalités socio-économiques sont revenues souvent dans vos propos liminaires, avec l'impact que ça peut avoir. Et donc, à travers ces inégalités économiques, ça fait écho aussi à santé des femmes et travail, évidemment, et organisation famille monoparentale. Donc on voit tout ça s'articule un petit peu. Et puis, plusieurs fois, vous avez mentionné la santé mentale, la dépression, et le fait que ça touchait, je crois me souvenir, 3 fois plus de femmes que... 2 fois. 2 fois, pardon. Oh là. N'exagérons pas non plus, mais je ne suis pas du Sud, donc je suis de l'Ouest, donc normalement je n'ai pas cette tendance à l'exagération. Donc la dépression touchait 2 fois plus de femmes. Donc il y a vraiment un sujet quand même pour moi qui se dessine, mais ça sera aux 4 co-rapporteurs de s'imprégner de cette audition pour pouvoir cibler ce sujet, mais véritablement santé, travail, famille monoparentale, organisation dans la société actuelle, puisqu'on sait aussi que les femmes sont plus souvent dans des travails à temps partiel, avec des temps hachés, qui rendent difficile leur quotidien. Donc, avec ce fil rouge de la santé mentale qui avait été évoqué par nos rapporteurs dans une première réunion. Donc, je pense qu'on va avancer grâce à votre présentation de ce matin. Les co-rapporteurs vont avancer, et je vous remercie sincèrement pour cette présentation qui était à la fois très, très fournie, mais en même temps très facile en termes pour un jeudi matin de bonne heure, assez facile à suivre avec cette présentation très bien menée à 2 voix. Je vous remercie, Madame, Monsieur, et on va poursuivre nos travaux. On n'hésitera pas à revenir vers la commission du HCE qui fait un travail toujours et très inspirant aussi pour la délégation que nous sommes. Voilà. Merci à vous. Bonne journée. Merci.